Bonsoir Brian Molko. Bonsoir. Alors, les auditeurs vont être tellement étonnés, enfin ceux qui savent pas, qui vous connaissent pas, qui n'ont pas lu d'interview de vous, pourquoi vous parlez aussi bien français? Pas aussi bien d'ailleurs, parfaitement. J'ai grandi... d'abord c'est dans le sang. Mon grand-père était français. Alors, c'est dans le sang. Et puis j'ai grandi au Luxembourg, Stéphane aussi. Alors, on a grandi dans un pays francophone. J'ai grandi avec la télé française. J'ai appris le français à l'école. Par exemple, le monsieur qui est à côté de moi, là, Michel Pollack, vous aussi, vous le voyez à la télévision absolument, le samedi soir quand vous étiez petit. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Alors, j'ai grandi avec la culture française, le cinéma français. Et voilà, c'est une langue que j'adore. Je pense que quand j'étais adolescent, je le parlais peut-être un petit peu mieux. Encore un petit peu mieux. Encore un petit peu, mais je le perds un petit peu parce que je vis à Londres, mais c'est une très belle langue. Alors, il n'a même pas l'accent luxembourgeois. Hein. Non, quand je parlais le luxembourgeois quand j'étais tout petit, j'ai fait la maternelle luxembourgeoise, mais j'ai totalement oublié le luxembourgeois. Mais c'est quelle langue quelle langue. Mais vous êtes de nationalité américaine. Hein. Américaine et britannique. Ouais, j'ai double nationalité. Et que faisaient vos parents au Luxembourg? Mon père est banquier et ma donc mère. Donc le Luxembourg est un pays de banque, oui. Ouais, voilà. Il n'y a que des banquiers au Luxembourg. Fallait pas lui poser la question. Au Luxembourg, il n'y a que des banquiers. Stéphane Alzal. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous aussi? Ouais, c'est la même chose. C'était les années 80 alors. Et Luxembourg, c'est un petit Suisse. Alors pour les banques, c'était bien. Alors c'était ça, on n'a pas eu du choix, moi Brian, c'était nos parents. Vos parents. Et quand vous en parlez de cette adolescence au Luxembourg, vous décrivez, tous les deux d'ailleurs, dans vos interviews, un climat absolument sinistre. C'était triste. C'était pas aussi sinistre que ça, je suppose. Il y a mon frère aîné qui a eu son adolescence aussi au Luxembourg et il s'est vraiment très très amusé. Mais je pense que dans les années 80, ça s'est vraiment calmé. Il y avait vraiment pas grand chose à faire. Non. Pas de concerts. Non. Choses comme ça. Non. Alors, Steph et moi, séparément, parce qu'on était à la même école, mais on n'était pas potes. On se parlait pas. Et séparément, on s'enfermait dans nos chambres à coucher. On écoutait la musique. On a appris à jouer la guitare. C'est tout ce qu'on avait à faire. Alors, c'est un petit peu à cause du Luxembourg qu'on est ici maintenant. Alors. Mais c'était sûrement un petit peu... la vie était lente là-bas. Lente. Et culturellement, ça a pris un temps. Maintenant, c'est beaucoup mieux là-bas ces jours-ci. Ils ont des clubs, ils ont des beaux bars et il y a beaucoup de groupes qui vont là-bas et qui jouent là-bas. On vient d'y retourner. On a joué de la patinoire où j'allais avec ma mère et toi c'était ton premier concert, n'est-ce pas, ça, de Neil Young. Tu as vu là, alors on est retourné au Luxembourg jouer quelque part. La patinoire, c'est une grande salle de concert de Luxembourg. C'est la patinoire de Kokoscheuer. Avoyo, parce que et la musique, c'était donc quand même vital. C'était là où devait passer l'énergie des adolescents que vous étiez. C'était le refuge, c'était une façon de s'échapper. À tout, de créer son monde à soi, de s'exprimer, de faire quelque chose de créatif, de se sentir moins aliéné. Et c'était directement les disques, vous achetiez beaucoup de disques? Il y avait, ça c'est un truc, il y avait des bons disquaires. Il y avait des bons disquaires. Et il y a encore des bons disquaires au Luxembourg, ça c'est vrai. Alors je passais la plupart du temps dans les disquaires et la plupart de mon pocket money, mon argent de poche sur les disques. Voilà. Et vous lisiez la presse rock aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et comme ça, quand on est adolescent, parce que moi je me souviens de ça pour le cinéma, je regrette parfois cette époque-là, quand on a 12, 13, 14 ans, on aime tout. C'est-à-dire qu'on aime la musique comme on aime le cinéma, on n'a pas encore un esprit critique très aiguisé. Est-ce que vous écoutiez tout? Est-ce que vous aimiez tout? Ou très vite vous avez choisi les groupes et les chanteurs qui vous plaisaient vraiment? Je pense que il y avait une certaine innocence, c'est vrai. J'écoutais en même temps qu'écouter des trucs. J'avais une phase très musique des années 60, la musique psychédélique, The Grateful Dead et tout ça. Janis Joplin que j'adore encore, et c'est une de mes héroïnes. Mais en même temps,
une de mes idoles. Mais en même temps, j'écoutais de Madonna et il y avait, bien sûr, il y avait on est des enfants des années 80, alors il y avait le disco, il y avait Michael Jackson. Ouais, partout et même Sheila avec Spacer et des trucs comme Sheila, ça. wow. Ouais, mais des trucs des Gibson Brothers, de Boney M et tout ça, c'est ça qui passait à la télé. Alors ouais, on est des enfants disco, hein, plutôt que. Ouais, Barry White aussi, choses comme ça. Mm-hmm. Et quand est-ce que votre goût s'est affirmé? Plus tard, hein? Pour la musique. Pour la musique, hein? Moi, j'ai commencé à jouer la guitare à l'âge de 16 ans, mais moi, je voulais être acteur. Alors, je suis à 17 ans, je suis aménagé à Londres pour faire l'université. J'ai eu mon diplôme et puis j'ai décidé que je voulais pas le faire. Alors après ça, j'ai passé. C'était un diplôme de quoi? Un diplôme d'art dramatique. D'art dramatique. Ouais. Et vous avez arrêté? Et j'ai arrêté, ouais. Et parce que je me sentais mal dans ma peau. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'est vraiment d'être dans un groupe rock. Voilà. Et j'ai refusé de prendre un boulot jusqu'à ce que je puisse avoir un contrat de disque. Alors j'ai passé 2 ans et demi au chômage pour le faire. Et je pense après 1 an et demi, j'ai rencontré Steph complètement par chance, par accident, dans une station de métro. À Londres? Vous vous étiez retrouvés à Londres tous les deux par hasard, en fait? Ouais, il a 10 ans maintenant, je crois. Et toi, tu étudies la musique. Ouais. Et moi, je cherchais des gens à monter un groupe avec. Alors, la coïncidence était trop grande pour pas se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui se passait. Et puis, en étant des gens qui se connaissaient de l'école, mais qui se parlaient pas, on a sorti prendre un pot ensemble. Et puis, on a découvert qu'on avait beaucoup plus en commun qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est-à-dire que vous avez découvert que vous écoutiez les mêmes disques, par exemple? Non, c'était plutôt les trucs de la vie. De la vie, ça. C'était plutôt les choses qui étaient importantes pour nous en tant que liberté, sexualité, la vie. Et voilà, c'était le début. Et ce jour-là où on s'est rencontrés dans le métro, nos vies ont changé complètement. Et pour le mieux. Ouais. D'autant plus extraordinaire qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans le métro de Londres quand même. Se rencontrer dans le métro de Londres, il faut le faire. Hein. Ouais, il faut le faire. Ouais. Et Placebo, le nom, comment il est venu? On cherche toujours un nom qu'on trouve magnifique, on le trouve jamais. Et on pense pas vraiment à ce que ça veut dire jusqu'à ce que les journalistes commencent à vous poser des questions sur votre nom. Alors, pourquoi vous vous êtes appelé comme ça? Bon son, parce que ça sonnait bien. Avec un groupe rock, il faut toujours choisir un nom que tu peux imaginer 50 000 personnes en train de gueuler en unisson. Alors, placebo, ça marche. Pour une fois, c'est pas un mot anglais, alors ça va. Ah ouais, en plus, c'est latin. Ouais. C'est un mot international. Ouais. Un mot international. Et quand je vois le titre du dernier album, Sleeping with Ghosts, est-ce que vous dormez avec vos fantômes? La question est un peu bête comme ça parce que je prends le titre, mais est-ce que vous êtes réconciliés un petit peu, ce qu'on peut entendre peut-être dans la musique avec les fantômes de votre jeunesse, de votre adolescence? C'est plutôt un exorcisme. C'est une sorte de thérapie en public. C'est quelque chose de très drôle, étrange, mais c'est très vital pour moi. C'est à cause de ça que j'ai pas besoin de visiter un psy. Mais ça veut dire c'est la mémoire et c'est la relation que tu as avec ta mémoire à toi. Et moi je voulais découvrir si la mémoire était subjective ou objective, et j'ai découvert qu'elle est complètement subjective. Les fantômes de Sleeping with Ghosts, ce sont les gens ou les événements que tu portes avec toi dans ton âme, dans ton sous-conscient, qui sont encore avec toi et qui ont un effet sur ta vie quotidienne. Et c'est les gens ou les événements qui t'ont changé et qui vivent encore
dans toi. Et j'ai trouvé ça intéressant et je voulais explorer cette relation avec subjective avec la mémoire. Mais est-ce que parler de ces fantômes comme ça permet aussi de les rendre inoffensifs? C'est-à-dire que parler d'eux comme ça, ils ne viennent plus vous hanter, ils ne viennent plus vous faire du mal? C'est pour ça que je dis que c'est un exorcisme. Tu exorcises ces démons et comme ça tu peux avoir un discours plus objectif avec ces démons parce que tu as fait quelque chose de positif avec. Tu as écrit une chanson dessus. Et tu commences à te comprendre et de te comprendre en plus et ça t'apprend quelque chose et je trouve ça très intéressant et je trouve qu'on est vraiment on a beaucoup de chance et on est vraiment béni d'avoir cette opportunité de s'exprimer comme on a, c'est vraiment quelque chose de splendide. Et quand vous écrivez une chanson comme ça sur des choses aussi intimes, Brian Molko, il n'y a aucune inhibition? On peut tout dire dans une chanson? Presque. Il faut quand même avoir un safety net. Il faut quand même avoir une ligne dans le sable. Un point de sécurité. Ouais, quand même. Mais pour que ça soit pas, que ça devienne pas un journal intime. C'est une chanson, c'est l'art. C'est pas un documentaire. On va écouter